Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de présenter sur ma chaîne YouTube. Donc là on va pas parler de maquillage aujourd'hui, on va parler plus précisément de l'entrepreneuriat ou encore plus précisément la micro-entreprise. C'est une question qui m'a été énormément demandée, que ce soit par message, sur les réseaux ou même par mail. Voilà, malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde de façon individuelle, vous avez tous beaucoup de questions différentes. Donc j'ai choisi de faire cette vidéo pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Je vous avais demandé de poser vos questions sur mon compte Instagram, choses qui ont été faites. Du coup, j'ai un petit peu tout réuni et on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Donc si vous me voyez baisser les yeux dans la vidéo, c'est normal. J'ai mon petit tableau ici où je suis venue me faire un petit peu la trame de cette vidéo pour pouvoir aborder donc tous les points essentiels et pouvoir répondre au mieux à vos questions. Si jamais à la fin de la vidéo, toutes les questions n'ont pas été répondues, posez-les-moi dans les commentaires, je serai très attentive de ce côté-là et on pourra du coup en rediscuter dans l'espace commentaire. Je vais essayer de balayer les points quand même assez rapidement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel et d'aller quand même assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Qu'est-ce que la micro-entreprise? Alors la micro-entreprise, c'est une entreprise qui a un régime fiscal simplifié. C'est-à-dire que vous avez une entreprise mais sans les grosses contraintes et peut-être les gros frais, on va dire, d'une entreprise classique. C'est-à-dire que par exemple, pour une entreprise classique, vous devez prendre un comptable, c'est obligatoire. La micro-entreprise, vous pouvez faire votre comptabilité seul. Donc déjà, vous n'avez pas le frais d'un comptable. C'est plafonné, les montants des chiffres d'affaires sont plafonnés, on reviendra dessus juste après. Donc c'est pour ça que tout le monde ne peut pas être sous le régime de la micro-entreprise. C'est hyper intéressant pour les personnes qui ont un emploi salarié à côté, mais c'est pareil, je vais pas trop m'étaler, on va revenir dessus juste après. Donc voilà, en tout cas pour la grosse ligne, la micro-entreprise c'est une entreprise qui a un régime fiscal simplifié, même si vous n'êtes pas chef d'une grosse entreprise et que vous n'avez pas trop de notions de comment gérer une entreprise, c'est hyper simple et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Du coup, j'ai un petit peu répondu à la deuxième question, à qui est destinée la micro-entreprise? La micro-entreprise, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Tout le monde peut détenir une micro-entreprise. Après, il y a peut-être quelques subtilités. Je ne sais pas s'il n'y a pas des histoires de comme quoi il faut la nationalité française, etc., etc. Je suis pas hyper calée sur ces points-là parce que c'est des points qui ne me concernent pas. Donc, à vérifier. Mais en tout cas, pour les grosses lignes, la micro-entreprise s'adresse vraiment à tout le monde. Et plus particulièrement si vous êtes salarié d'une entreprise et que vous voulez avoir votre petit business à côté et exercer une double activité, vous pouvez le faire en parallèle de votre activité salariée. Le seul point où vraiment je vais insister dessus, c'est que des fois il y a des entreprises où vous signez dans votre contrat de travail une clause d'exclusivité qui dit que vous ne pouvez pas avoir de micro-entreprise à côté. Donc à vérifier, si vous voulez ouvrir une micro-entreprise, il faut quand même que vous vous adressiez à votre employeur et que vous vérifiez avec eux si tout est ok et si vous avez le droit de le faire. Mais sinon, voilà, hormis cette clause d'exclusivité-là, tout le monde peut ouvrir une micro-entreprise, que vous soyez salarié ou non. Vous pouvez très bien également exercer une activité de micro-entrepreneur et d'exercer uniquement cette activité-là et de ne pas être salarié à côté. Comment on monte une micro-entreprise? Là, c'est hyper simple. C'est sur le site internet de l'INPI, guichet unique. Donc vous tapez ça dans votre recherche Google en gros. Et donc c'est sur le site de l'INPI, guichet unique, et vous avez la case créer sa micro-entreprise en gros, et après tout est détaillé, c'est des cases à remplir, nom, prénom, etc. Ce que vous souhaitez faire, les activités sont déjà, enfin c'est une liste déroulante, tout est déjà rentré. Donc c'est assez simple, c'est donc sur ça. Après, il y a aussi l'INSEE qui rentre en jeu. En fait, quand vous vous inscrivez sur l'INPI, ça vous inscrit aussi à l'INSEE. Enfin, tout se met en lien, en parallèle sur les deux. Point numéro 4, comment ça marche? Alors là, je vais vraiment parler exclusivement de ce que moi, je connais, c'est-à-dire sur l'activité de commerce, de commerçant. Parce que aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que la micro-entreprise, donc ça s'adresse à tout le monde. Mais en gros, quelle activité on peut exercer sous une micro-entreprise? On peut exercer toutes les activités de commerce, les activités d'artisanat et les activités de profession libérale. Voilà, donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je connais, donc c'est vraiment le commerce parce que c'est ce que moi je fais avec ma micro-entreprise. Du coup, comment ça marche pour du commerce? Alors,
Une fois que vous vous êtes inscrit, donc vous pouvez commencer votre activité. Une fois que vous êtes immatriculé, que vous avez votre numéro sirène, etc. Donc là, vous pouvez commencer votre activité. Pour de l'achat-revente, c'est ce que je fais du coup, le commerce, il faut que vous teniez un registre des achats et un registre des ventes. Alors qu'est-ce que c'est? Le registre des achats, en fait, c'est un tableau, donc vous pouvez le faire sous forme de tableau Excel ou au format papier, c'est vous qui voyez. Moi, je suis plus à l'aise avec le format papier. Ça va recenser tous vos achats. Donc, je prends mon registre des achats. Donc, pour l'avoir sous les yeux, ça sera plus facile pour moi pour vous expliquer. Mais en gros, donc dans le registre des achats, il faut que vous ayez la date à laquelle vous avez acheté le produit. Vous devez renseigner la date. Vous devez renseigner un numéro de référence à votre pièce. Si par exemple vous achetez un t-shirt, il faut que ce t-shirt il ait un numéro de référence. Le numéro de référence, il n'y a pas de règle. Vous pouvez le déterminer, le définir comme vous voulez. Si vous voulez lui mettre des lettres, des chiffres, des points, des tirets, bref, voilà. Vous pouvez vraiment le concevoir en fait comme vous le souhaitez. Ensuite, il faut que vous ayez le nom de votre fournisseur. Donc en fait, il faut le nom et le prénom aussi, si vous voulez, de la personne à qui vous achetez le produit. Ensuite, il vous faut la nature de l'achat, c'est-à-dire le nom du produit que vous avez acheté. Par exemple, si vous achetez un produit sur Vinted, un vêtement sur Vinted, et vous voulez le revendre, l'annonce du vêtement que vous avez acheté, elle portait un nom, cette annonce. Par exemple, je ne sais pas, t-shirt bleu à rayures blanches. Et bien du coup, dans votre registre des achats, il faut qu'il y ait marqué t-shirt bleu à rayures blanches parce que c'est le nom de ce que vous avez acheté. Par contre, quand vous allez le revendre, vous pouvez changer le nom de cet article et tout simplement l'appeler t-shirt bleu et blanc. Et vu qu'il a un numéro de référence, en fait, on sait quand même dans votre registre des achats quel était le produit et comment il s'appelait à l'origine. C'est là l'intérêt. En fait, tout doit avoir des liens ensemble. Il faut qu'il y ait le mode de paiement également associé à ce produit. Il faut qu'on sache comment vous l'avez payé. Est-ce que vous l'avez payé par carte bancaire, par espèce, par chèque? Il faut qu'on sache ça pour chacun des produits que vous achetez. Et enfin, pour finir, dernier élément à mettre dans votre tableau, c'est le montant d'achat. Combien vous avez acheté ce produit. Ensuite, pour le registre des ventes, c'est pareil. Ça se présente sous forme de tableau. Donc là, par contre, j'ai un exemplaire à vous montrer. Je n'avais pas d'exemplaire à vous montrer pour le registre des achats, mais le registre des ventes, j'en ai un. Donc, il faut qu'il y ait la date à laquelle vous l'avez vendu. Enfin, pas à laquelle vous l'avez vendu, mais la date à laquelle vous encaissez l'argent de ce produit. Parce que vous pouvez très bien, je ne sais pas, le vendre le lundi et le temps que ça s'expédie et que le paiement se déclenche, bah, vous avez peut-être le paiement que le vendredi. Du coup, c'est vraiment la date du vendredi qu'il faut marquer. La référence de la pièce, donc la référence que vous lui avez donnée lorsque vous l'avez acheté et que vous l'avez inscrit dans votre registre des achats. Le nom, prénom de la personne à qui vous avez vendu le produit. La nature de votre produit vendu, parce que des fois, il y a des personnes qui, oui, font du commerce, mais ils vont vendre des vêtements, mais aussi de la déco dans leur magasin. Et de temps en temps, ils vont avoir quelques fleurs. Voilà, donc il faut savoir la nature de ce que la personne a acheté en fait. Donc voilà, si c'est des vêtements, vous marquez vêtements. C'est fleurs, vous marquez fleurs. Voilà, bon, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Et le montant que vous avez encaissé. Donc là, c'est le montant total. Donc c'est votre chiffre d'affaires sur cet article-là que vous avez encaissé. Donc voilà pour vous montrer un petit peu comment moi je procède. Et donc voilà, mon tableau se présente vraiment comme ceci. Pour le registre des achats, c'est exactement la même chose, mais avec les onglets que je vous ai cités. Donc là-haut, ça diffère un petit peu, mais pas énormément. Ensuite, vous devez détenir un livre de police. Ça, c'est pour de l'occasion. Pour de l'achat d'occasion, vous devez détenir un livre de police. Donc en fait, il faut vous inscrire auprès de la préfecture de votre région. Et à l'issue de cette inscription-là, vous pouvez acheter un livre de police. Donc ça se vend en librairie, vous en avez sur internet, vous en trouvez un petit peu partout. Enfin, c'est pas excessivement compliqué de trouver des livres de police. Et dans ce livre de police-là, en fait, vous allez renseigner les achats faits à des particuliers, pas à des professionnels. Et je souligne bien le fait que c'est pour de l'occasion. Quand vous achetez du neuf, que vous faites du commerce sur des produits neufs, vous n'avez pas besoin de ce livre de police. C'est vraiment pour du commerce sur des objets et des produits d'occasion. Donc, en gros, le livre de police, pour vous expliquer, il intervient uniquement quand vous faites des achats à des
particulier parce que c'est pour lutter en gros contre la fraude et le vol. Un professionnel, quand il vous vend un produit, vu qu'il est professionnel, il sait ce qu'il vous vend. Donc en fait, il n'y a pas besoin. Qu'un particulier, c'est pas pareil. Et c'est vraiment pour lutter contre la fraude, la contrefaçon, les objets volés et tout. Et en fait, dans ce livre de police-là, vous renseignez du coup l'objet que vous avez acheté, sa référence et le nom et l'adresse de la personne à qui vous l'avez acheté. Voilà, c'est une traçabilité qui est faite comme ça. Ce livre de police, il doit être, comment on dit, pas poinçonné, enfin, j'ai perdu le terme. Enfin, bref, il doit être marqué, et excusez-moi, j'ai plus le terme là en tête, mais en gros, il doit être marqué par la mairie de votre commune ou par le commissariat, enfin la gendarmerie de votre commune ou enfin voilà, aux alentours de chez vous en tout cas. Et ce livre de police-là, il peut y avoir des contrôles de faits dessus. Donc des contrôles, c'est la police qui vient en fait et qui contrôle ce livre-là, d'où son nom, livre de police. Je peux pas vous expliquer comment ça se passe un contrôle parce que je n'en ai jamais eu. Donc malheureusement, je ne peux pas vous donner de détails de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne pour le livre de police. Deuxième point important, les factures. Lorsque vous vendez un produit, que ce soit à un particulier ou à un professionnel, vous devez lui remettre une facture. Moi, j'utilise ce genre de facturier-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas autorisé, etc. Je me suis tournée vers la chambre des commerces de ma région qui m'a bien affirmé que dedans, il y avait tous les points obligatoires. Donc, les carnets de factures comme ça, là, à l'heure où je vous parle, en février 2024, c'est autorisé. Peut-être qu'à terme, il y aura des changements, mais pour l'instant, vous avez encore le droit de les utiliser. Moi, je prends le micro-entrepreneur parce qu'il y a quand même des petites choses qui diffèrent par rapport à un facturier classique. Et du coup, un carnet de factures, ça se présente comme ceci. Donc, à l'intérieur, vous allez retrouver l'inscription pour la date. Là, toutes les informations de la personne à qui vous vendez le produit. Donc, vous marquez son nom, son prénom, son adresse. Ici, il doit y avoir les informations de votre entreprise. Donc, le nom de votre entreprise, le numéro SIRET, l'adresse et je crois que c'est tout. Non, numéro... Ah non, c'est le numéro sirène, pardon, pas le SIRET, le sirène et l'adresse, voilà, c'est tout. Ensuite, ici, donc là, il y a le numéro de bon de commande, mais moi, par exemple, je ne fais pas de bon de commande, donc je ne rentre pas de numéro ici. C'est absolument pas obligatoire. Ici, ensuite, vous rentrez les détails des produits que vous avez vendus, les quantités, le prix et là, le prix final. Ici, c'est important de renseigner le mode de paiement de la personne. Donc, comment elle a payé son article. C'est lorsque vous vendez à des particuliers, mais aussi à des professionnels. Là, il y a une petite case en dessous, vente effectuée à un professionnel. C'est le petit en carré qui est juste en bas, qu'il faut remplir si c'est un professionnel. Donc là, je vais juste vous parler de mon cas à moi, parce que, une fois de plus, c'est ce que je connais, c'est ce que je maîtrise. Moi, quand j'achète sur Vinted, je peux générer ma facture automatiquement dans le sens où j'ai en fait, quand la personne achète un produit, il y a directement toutes ses coordonnées. J'ai un petit truc qui apparaît sur notre conversation et il y a toutes ses coordonnées, son nom, son prénom, son adresse, etc. J'ai même accès à son adresse email. Donc c'est grâce à ça que je peux remplir mon facturier. Mais du coup, ça, c'est dans le cadre de Vinted qui me fournit directement les informations. Et vous allez me dire, oui, mais quand tu achètes par exemple le textile sur les brocantes, comment tu fais? Je veux acheter les vêtements et avant de les payer, je dis à la personne à qui j'achète, bon bah voilà, je vous achète ça, sauf que bon, c'est dans le cadre d'une activité professionnelle, j'ai besoin de votre nom, votre prénom et votre adresse. Donc voilà, du coup pour les brocantes, si je joue le jeu, c'est top, si je joue pas le jeu, bah malheureusement je ne peux pas acheter les produits, c'est compliqué. Lorsque vous faites des achats pour votre entreprise, donc que ce soit, je sais pas de quoi vous pourriez avoir besoin. Moi, dans mon cas, j'ai besoin de cartouches d'encre, j'ai besoin de papier pour l'imprimante. Bon voilà, on a toujours besoin d'un petit peu de papeterie. Il y a les facturiers, des stylos. Voilà, il y a toujours besoin d'un petit peu de matériel quand même pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est tous ces éléments-là, je les achète avec l'argent de l'entreprise. Et il faut quand même pouvoir justifier tous ces achats. Donc, rien de plus compliqué. Quand je fais des achats comme ça qui sont avec l'argent de l'entreprise, pour l'entreprise, je demande des factures, donc cartouche d'encre, je fais faire une facture là où j'achète la cartouche d'encre. Vous pouvez très bien acheter des choses sur Amazon, j'achète énormément de produits sur Amazon, notamment les petites pochettes d'envoi pour mes articles. Je les prends sur Amazon et en fait quand vous avez payé vos articles sur Amazon, vous pouvez générer une facture, donc
C'est nickel, de ce côté-là, il n'y a pas du tout de problème. En ce qui concerne le compte bancaire, la loi dit que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte professionnel pour de la micro-entreprise, mais par contre, il est quand même préférable d'ouvrir un compte dédié. Donc, c'est-à-dire vous avez vos comptes particuliers pour votre petite vie de tous les jours. Il est quand même préférable de dissocier votre argent. C'est pas obligatoire, mais moi, je trouve que c'est quand même mieux de dissocier votre argent sur lequel vous vivez, votre argent de tous les jours, de l'argent que vous gagnez avec votre micro et d'avoir vraiment deux comptes bien distincts. Donc j'ai commencé à démarcher les banques, je leur ai dit je veux ouvrir un compte pour ma micro-entreprise, mais par contre je ne veux pas de compte professionnel. Toutes les banques m'ont refusé l'ouverture d'un compte particulier pour la micro. Elles ont toutes la politique de il y a micro-entreprise, dans micro-entreprise, il y a le mot entreprise, donc c'est un compte professionnel. Les frais pour des comptes professionnels ne sont pas du tout les mêmes que pour des comptes particuliers. C'est bien plus élevé, il y a des banques qui prennent très cher. Si jamais vous arrivez à trouver une banque qui vous fait une ouverture de compte particulier et non pas professionnel pour votre micro-entreprise, il faut bien par contre que sur ce compte particulier, il y ait marqué que c'est une EI, entreprise individuelle. La micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle, mais avec le régime simplifié de la micro-entreprise. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Les infos sont quand même assez denses. J'espère que moi-même, je ne m'éparpille pas trop dans cette vidéo et que vous comprenez tout. Après, la moindre question, c'est dans les commentaires et puis j'essaierai de vous éclairer au mieux que je pourrai. Quelles sont les obligations d'un micro-entrepreneur? Donc, pour la micro-entreprise, vous devez déclarer tous les mois auprès de l'URSSAF votre chiffre d'affaires. Ce ne sont pas les bénéfices qu'on déclare, mais bien le chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Et donc, en micro-entreprise, le pourcentage que prend l'URSSAF sur votre chiffre d'affaires, il est de 12,3%. Et donc voilà, c'est ce que vous devez payer auprès de l'URSSAF. L'URSSAF vous fait votre couverture sociale et vous fait votre cotisation pour la retraite. C'est compris dans ces 12,3%. Et le micro-entrepreneur doit également payer la CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Que vous travaillez de chez vous, d'un local que vous louez en ville, de votre téléphone sur une plage, ça ne change rien. Vous devez payer la cotisation foncière des entreprises qui est exonérée. Je crois que si vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 4 ou 5 000 euros, vous en êtes exonéré. Bon, je suis vraiment désolée, j'ai pas regardé les chiffres avant de tourner la vidéo. Je balaye vraiment grossièrement le fonctionnement de la micro, etc. pour que vous ayez les grosses lignes. Mais après, il faudra vraiment vous renseigner de votre côté pour les chiffres. Mais en tout cas, vous n'avez pas de cotisation foncière en gros à payer pour si vous n'excédez pas un certain chiffre d'affaires annuel. Lorsque vous vous lancez, vous ne payez pas, enfin ça fonctionne exactement comme les impôts classiques de ce que vous payez à l'heure actuelle sur vos impôts sur le revenu, etc. Vous ne payez en 2024 que l'année 2023. Enfin bref, c'est décalé d'une année en gros. Voilà, ça fonctionne comme ça. Comment on se paye quand on est micro-entrepreneur? Alors, là encore, l'avantage de la micro-entreprise, quand je dis que c'est simplifié, c'est que c'est vraiment très bien fait. Vous n'avez pas besoin de vous faire de fiches de paye. Je vais prendre des chiffres bidons. Mais par exemple, ce mois-ci, vous estimez que vous devez vous payer 2000 euros. C'est votre salaire, c'est 2000 euros ce mois-ci. Et bien vous, de votre compte entreprise, vous versez 2000 euros sur votre compte particulier. Et c'est tout. Il n'y a pas de fiche de paye à faire, il n'y a pas de, je sais pas, de justificatif ou quoi. Après, vous pouvez vous imprimer des justificatifs ou vous faire vos comptes sur une feuille, vous, pour pas être perdu et pour pouvoir bien déclarer correctement à la fin de l'année. Si vous le souhaitez, mais en tout cas voilà, sinon c'est simplement un virement, basta, on n'en parle plus. Concernant justement l'impôt sur le revenu, et bien après c'est exactement comme quand vous êtes salarié, vous reprenez tous les virements que vous vous êtes fait de chaque mois pour votre salaire, et après quand vient la déclaration aux impôts, et bien vous faites le total et vous déclarez ce que vous êtes versé en fait, et votre impôt sur le revenu sera calculé sur ça. Et en dernier point, j'ai juste voulu vous mettre quelques contacts pour pouvoir vous aider. Donc je leur fais pas du tout c'est pas une collaboration ou je sais pas quoi, hein, c'est pas de la pub ou quoi, c'est vraiment pour vous aider. La chambre des commerces de votre région et votre ami. C'est super, ils proposent des formations. Alors moi personnellement, j'ai pas suivi leur formation. Ils ont plusieurs types de formations, il y en a qui sont payantes. Je n'en ai jamais suivi, je me suis formée toute seule à travers les réseaux,
en parlant avec des personnes autour de moi, en me faisant ma propre connaissance sur Internet. Mais je sais qu'ils ont donc des formations pour devenir micro-entrepreneur, etc. Donc, est-ce que c'est bien, pas bien? Je ne peux pas vous dire encore une fois parce que je n'en ai pas fait, mais je sais qu'ils proposent ça. Et ensuite, vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller. Donc, en fait, vous appelez votre chambre des commerces de votre région ou de votre ville, parce que bon, des fois, il y en a plusieurs par région, mais vous leur téléphonez, vous dites voilà, j'ai ma micro, tout ça, j'aurais besoin d'aide, etc. Au début, ils vont vouloir vous mettre dans les formations. Donc, si vous en avez déjà fait, ils vont vous mettre un conseiller, mais sinon, ils vont vouloir vous basculer dans une formation. Faites attention parce que les formations vont peut-être pas être intéressantes forcément pour vous. Donc, vous leur dites, j'ai des questions précises, c'est un rendez-vous qui va pas durer très longtemps, j'ai juste quelques questions, je voudrais voir un conseiller. Lorsque vous allez avoir votre conseiller, il va répondre à vos questions, etc., il va vous accompagner et il va vous proposer un accompagnement. Donc, c'est sur 3 ans, si je ne me trompe pas. Et du coup, vu que vous acceptez d'adhérer à cet accompagnement-là, lorsque vous retournerez voir le conseiller, vous ne paierez pas. Sinon, les conseils des rendez-vous que vous pouvez avoir avec des conseillers sont payants. C'est normal, faut jouer le jeu, ils vous conseillent, faut payer les conseils, c'est normal. Mais si vous acceptez d'adhérer à cet accompagnement de 3 ans, c'est vraiment un suivi qu'ils vous proposent et là, vous ne paierez pas, vous aurez quelqu'un avec qui discuter, qui pourra vous aider dans vos démarches ou du moins vous donner un coup de main dans votre création d'entreprise, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'espère que la vidéo aura été bénéfique pour certains, que ça aura pu vous aiguiller un petit peu. Je suis désolée, des fois, j'ai un petit peu tendance à m'éparpiller. Des fois, je commence à parler d'un sujet, je passe à un autre et après, je me dis mince, j'ai oublié de dire ça. Bon, c'est pas toujours évident de garder un bon fil conducteur pour les vidéos, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra servir à certaines personnes, que ça pourra aider quelques personnes. Je voudrais juste revenir sur un point en ce qui concerne la création de la micro-entreprise. Si sur le site de l'INPI, guichet unique, vous êtes un petit peu perdu, il y a des vidéos sur YouTube qui vous guident dans toutes les étapes et dans tout ce que vous devez remplir. Moi, c'est comme ça que j'ai créé la mienne. Je me suis aidée d'une vidéo qui était vraiment géniale. C'était hyper bien expliqué. Bon, bref, c'était parfait. J'ai eu mon immatriculation directe. Ils m'ont pas demandé d'informations complémentaires ou quoi que ce soit parce que la vidéo était vraiment bien expliquée. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que font les autres youtubeurs et comment eux, ils décrivent le cheminement. Encore une fois, c'est bénéfique de se renseigner partout et de ne pas se faire un avis sur une seule vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir également les contenus qui vous dirigent sur toute la démarche de comment créer la micro. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à bombarder l'espace commentaire. Je vais vraiment checker ça, étudier tous vos commentaires. Je vais essayer d'y répondre au mieux. J'ai certainement pas répondu à 100% aux questions de tout le monde dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. J'essaierai vraiment d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo.